Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire animé par Loïc Chéri et produit par ActuSF. Après Dune et Matrix Résurrection, il était impossible de ne pas faire un débat sur Batman. Le Chevalier Noir revient au cinéma dans The Batman, un film réalisé par Matt Reeves et produit par la Warner. On a donc profité de ce retour dans les salles obscures pour parler de ce personnage imaginé par Bob Kane et Bill Finger en 1939 dans le magazine Detective Comics alias DC Comics. J'ai donc réuni 3 super-héros pour répondre à cette question importante. Batman est-il de la science-fiction ? Pour résoudre cette énigme digne de l'homme mystère, je reçois avec moi Alex Nikolavitch. Alex, bonjour. Bonjour. Alors Alex, vous êtes venu plusieurs fois sur ce podcast, on est content de vous retrouver. Vous avez aussi participé au MOOC Dune, vous êtes auteur, traducteur de comics, dont Batman, et aussi scénariste. À vos côtés, nous avons la joie d'être avec Sophie Bonadet qui est en ligne avec nous. Bienvenue à vous Sophie. Bonjour. Vous avez rédigé et soutenu une thèse en 2019 intitulée « Des super-héroïnes à Gotham City », une étude de la redéfinition des rôles genrés dans l'univers de Batman. Vous avez notamment travaillé autour de Batwoman, Catwoman et Batgirl. Enfin, nous sommes très heureux d'inviter Arnaud Tomasini, alias Arnaud Kikou. Arnaud, bonjour à vous. Salut. Arnaud est rédacteur en chef de Comics Blog et créateur de l'excellent podcast First Print. Vous êtes un spécialiste de comics et nous aimons beaucoup ce que vous faites. On encourage les auditeurs de C'est plus que de la SF à écouter First Print. On est vraiment heureux de vous avoir enfin. Ça faisait longtemps que vous voulez faire des choses ensemble. Merci beaucoup. Alors, avant d'introduire notre émission, nous allons nous mettre dans l'ambiance poisseuse de Gotham City et on va écouter un extrait de la bande-annonce de Batman. La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous ? Je suis la vengeance. Qui erre sur terre et fend les airs pour mordre la poussière. Toi. Seigneur Dieu. Alors, est-ce que Batman, c'est de la science-fiction ? C'est pas forcément évident maintenant. Le récent film de Matt Reeves revient aux origines de la saga et nous offre un néopolar brumeux. Si nous remontons un peu le temps, le personnage de Bruce Wayne a été créé comme opposition un peu à celui de Superman, son aîné. Batman n'a pas de super pouvoir, sinon son intelligence, sa volonté, mais aussi sa richesse. Quand on pense à Batman, on pense avant tout au roman noir et à ses différentes enquêtes, mais pourtant, le science-fictif n'a jamais été bien loin. Il y a évidemment la Batcave, ultra technologique, les gadgets, des super méchants avec des inventions scientifiques les plus délirantes les unes que les autres, et surtout une rencontre officiellement avec la science-fiction dans le numéro de décembre 1959. Batman affrontait des petits hommes verts avec Robin. Quelques mois plus tard, il rejoindra un groupe de super-héros à travers les étoiles nommé la Ligue des Justiciers. Le côté SF de la série, pourtant très présente jusque dans les années 2000, a du mal à exister dans l'imaginaire collectif des Français concernant la franchise. Le comics a eu des aventures éditoriales compliquées et il a fallu attendre la naissance d'Urban Comics en 2012 pour commencer à réellement rattraper notre retard, à l'inverse des Marvel qui étaient mieux édités. Malheureusement, les épisodes où la science-fiction est présente sont souvent des épisodes peu appréciés par les fans et surtout des épisodes qu'on le retrouve au cinéma. On pense à Batman Forever, Batman et Robin ou plus récemment Batman vs Superman qui a beaucoup fait parler de lui et qui divise encore beaucoup les fans. Je me tourne donc vers nos invités pour leur poser la question: Batman est-il de la science-fiction ? Et c'est Alex Nikolavitch qui va ouvrir le débat.
Eh bien, même le film de Matt Reeves, parce que l'anti de contact spécial de Bruce Wayne, je sais qu'il y a des choses comme ça qui sont à l'étude, mais c'est loin de fonctionner, et surtout loin de fonctionner aussi bien que dans le film. Donc là, on est sur tout ce qui est gadget, on est sur la science-fiction, mais dans les années 50, par exemple, où le Comics Code avait été instauré, qui était à l'image du code Hays, un code de conduite pour les éditeurs qui empêchait d'aller trop vers la noirceur, vers la violence et ce genre de choses, fait que dans les années 50, on était dans des aventures extrêmement délirantes, avec le Batman de la planète X ou des choses comme ça pouvait partir dans tous les sens. Arnaud, peut-être ? Ouais, non, c'est vrai que quand tu posais la question au départ de façon très instinctive, je me dis non, Batman, c'est pas de la science-fiction, c'est du super-héros et matinée de polar et de récits d'enquête dans son essence. Mais en fait, au-delà même des comics du Silver Age, en fait, où effectivement t'as Batman sur d'autres planètes, Batman contre des robots, Batman contre des extraterrestres, il y a quand même des aspects de ce Silver Age et ces éléments de science-fiction qui ont été ensuite réutilisés bien plus tard, notamment par un Grant Morrison qui remettait en fait dans un contexte plus réaliste ces éléments qui provenaient d'histoires très désuètes. Et moi, je trouve qu'il y a même un personnage qui s'appelle Batmite, qui est en fait une forme de gnome qui vient d'une 5e dimension. Qui est tout à fait legit en fait comme personnage aujourd'hui et qui fait partie des aspects complètement science-fictionnels du personnage. Et de toute façon, Batman, c'est quand même le personnage le plus malléable, je crois, de l'univers DC Comics. Tu peux faire tout type de récit avec. Tu peux faire et la preuve, c'est que dans plein de récits un peu de ce qu'on appelle des Elseworlds, donc qui sont en fait des versions parallèles de la continuité principale, en fait on a pu réimaginer Batman dans un contexte de Gotham victorienne, Batman au Far West, donc il y a aussi, voilà, tu peux faire tout un tas de récits de science-fiction aussi dans le vrai sens tel qu'on se représente la science-fiction, c'est-à-dire espace, ultra-technologie ou créature, tu vois, par rapport à un côté un peu plus terre-à-terre, ou même si tu as effectivement plein de gadgets hyper-technologiques, tu as du mal, effectivement, enfin moi je trouve que tu as du mal dans ton imaginaire te dire ouais, c'est de la science-fiction. De toute façon, l'imaginaire de base de Bob Kane et Bill Finger, c'était le film noir. Hein. Il a fallu l'arrivée au bout d'un an, assez rapidement, de Jerry Robinson pour que le Batman s'allège un petit peu de cette ambiance assez pesante des débuts, à laquelle revient le film de Reeves. Sophie, est-ce que pour vous, Batman, c'est de la science-fiction alors ? Moi, je ferais plutôt partie des tenantes du non, dans le sens où je pense qu'effectivement, les aspects science-fictionnels, à quelques gadgets près, ça vient presque toujours des autres univers partagés de DC Comics, mais que Batman, vraiment, par essence, c'est un policier, alors des fois des policiers assez modernes, et que c'est quand même souvent à ça que presque tous les auteurs reviennent. D'ailleurs, Grant Morrison, oui, il fait revenir... il y aura Darkseid, quelques éléments de science-fiction, mais les éléments de la 5e dimension, il essaye aussi de les relier à potentiellement des rêves psychédéliques, donc de leur enlever leur aspect science-fictionnel. Donc je trouve que dès qu'on revient sur Batman, on a une tendance à beaucoup gommer l'aspect science-fiction et que c'est pas trop dans l'essence du personnage ni de son univers. Vous parlez de l'essence du personnage, c'était vraiment, comme j'ai dit dans l'introduction, Batman a été créé aussi comme une espèce de confrontation, on va dire, à Superman, j'ai l'impression. Bah oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'il a été créé dans un magazine de comics, de détective, et au début, c'est vraiment pas le seul personnage dans ce magazine-là, et toutes les autres histoires, c'est vraiment du détective. Tout comme Superman était dans des magazines où c'était beaucoup plus science-fiction, lui, il est vraiment dans un magazine de détective, et il y a un nombre d'archétypes de romans noirs qui constituent l'univers, auquel on revient en fait beaucoup dans les récits centrés que sur lui, qui me semble vraiment de loin le genre auquel il appartient, beaucoup plus que la science-fiction. Ouais. Comment expliquez-vous tous les trois que la dernière trilogie du film, celle de Nolan, hein, et le récent film de Matt Reeves, où il y en a fait juste un petit côté SF avec ses fameuses lentilles, abandonne justement le côté SF pour se rapprocher vraiment du polar. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on relance, on reboot le personnage, on veut retourner un peu à l'origine même du héros. Alex ? C'est ce qui est attendu en fait, on revient à l'archétype, le Batman est vu comme un personnage sombre de roman noir, et donc c'est à ça que va revenir un film, sinon il court le risque de se couper du public qui attend ça. De la même manière que par exemple Wonder Woman, qui avait beaucoup évolué au tout début des années 70, était devenu un personnage beaucoup moins kitsch. Dès lors que ça a été signé pour la série télé est revenue au slip à étoiles. Hein, il a fallu que le comic suive d'ailleurs dans la foulée. Alors que la Wonder Woman de cette époque-là dans les comics, c'était un peu Mrs. Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. Donc il y a vraiment ce genre toujours de retour à l'attendu, à l'archétype. Ouais, et puis
En fait, j'ai l'impression que j'imagine qu'il y a à la fois une volonté créatrice derrière, c'est-à-dire que même si, que ce soit Nolan ou Reeves, on est dans une approche, on va dire, terre à terre, pas forcément réaliste, parce qu'il y a quand même des choses qui dépassent largement le cadre du réalisme, mais plutôt terre à terre du personnage. J'estime quand même que la vision en fait qu'apporte Matt Reeves aujourd'hui sur le personnage, elle n'a pas non plus été vraiment encore été montrée par d'autres réalisateurs avant. On avait quand même une approche très avec Tim Burton, on était quand même dans le fantastique, enfin pour moi dans le fantastique, ouais c'est ça, dans le kitsch hérité des années 60 avec les Schumacher et avec Nolan, donc cette approche proto-réaliste en fait qui se voulait. Et là, mais même c'était proto-réaliste, c'était quand même hyper technologique en fait, c'était quand même, alors c'était pas Iron Man non plus, mais on était quand même un peu dans cet aspect-là ultra, ouais c'est ça, ultra technologique là, même s'il y a une partie de la techno, on parlait des lentilles, mais par exemple la Batmobile au final, bah, elle a juste de la nitro en fait pour aller plus vite, mais elle a pas non plus 12 000 gadgets, c'est pas un tank comme chez Nolan, et elle est pas aussi stylisée que sous Burton, et je trouve qu'on a cet aspect vraiment d'enquête en fait, et vraiment de dire en fait là Batman c'est un détective, alors c'est pas encore le plus grand détective du monde, mais c'est quand même un vrai détective. Je trouve justement que cet aspect là au final, même si on parle de revenir à chaque fois aux sources, en fait ça n'avait pas encore été fait à mon sens. Il a poussé les potards assez loin dans le genre, oui, dans le genre effectivement vers le film noir. Après, oui, plus grand détective, heureusement qu'il est Alfred dans celui-ci. Ouais, c'est ça. Mais après, il a que 2 ans d'activité, donc j'ai envie de dire que tu peux lui pardonner de pas encore être le meilleur. Et puis ça reste un blockbuster hollywoodien, donc il y aura des fautes d'écriture aussi comme ça. Sophie, comment vous expliquez-vous que dans les derniers films Batman, en tout cas ceux qui ont été poussés au maximum, on revient à l'essence du personnage et finalement le côté SF reste pour les, entre guillemets, les mauvais films Batman? Après, je sais pas si on a tous les mêmes mauvais films en tête, mais je dirais que déjà, effectivement, il y a l'idée d'essence du personnage, mais il y a aussi le fait que, alors, en tout cas, je trouve ça particulièrement remarquable dans le dernier film, enfin, on le note dans le dernier film, c'est qu'une enquête, c'est un bon début de film, en fait. C'est une bonne façon de rentrer dans le film, juste narrativement. Ça fonctionne bien, ça intègre. On fait découvrir les personnages petit à petit, on fait découvrir les lieux petit à petit en suivant le personnage qui va d'indice en indice. Et c'est vrai que c'est en fait, quand vous avez là 3 heures de film, mais que 3 heures de film pour raconter une histoire, c'est plutôt une bonne entrée en matière, l'enquête. Alors d'ailleurs, c'est le moment où on va pouvoir aborder ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de The Batman de Matt Reeves? Est-ce que cela vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Sophie, peut-être je vais vous laisser la parole sur qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce film. Justement, j'ai bien aimé l'entrée en matière. J'ai trouvé que la première heure d'enquête et de recherche, où on suivait le personnage, quelque chose en fait d'assez humble par rapport. On n'arrivait pas tout de suite dans le gros film d'action à la Nolan, qui moi me convainc pas trop. J'ai bien aimé. En plus, je trouve que visuellement le film est assez joli. Et en fait, à partir du moment où on rentre beaucoup plus dans la poursuite de voiture, j'ai en fait trouvé le film oubliable, juste oubliable derrière. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une bonne entrée en matière pour pas vraiment tenir les 2 heures d'après, quoi. Voilà. Intéressant. Alex? Je serais moins dur parce que effectivement j'ai trouvé la poursuite en voiture efficace et puis très viscérale en fait. Il y a un côté très viscéral alors que le cinéma de Nolan par exemple est beaucoup plus intellectualisé. Il y a des choses très malignes dans le film de Reeves, j'ai trouvé, dans les rapports entre les personnages, dans la construction des personnages, mais et effectivement il essaie de faire autre chose. Ça c'est après, oui, le côté enquête, quelque part, développé sur 3 heures, rend le truc un petit peu fastidieux par moment. C'est un film qui aurait peut-être mérité d'être cuté un peu plus, mais bon, c'est pas simple. La façon dont Pattinson incarne le Batman, qui marche lentement, qui est impressionnant, enfin, qui n'est pas du tout un félin. En fait, dans les bagarres, il est très rapide, mais quand il approche des méchants, il approche lentement, posément, de façon presque mécanique, ce qui est raccord avec la définition psychologique qu'il donne du personnage, et ça lui donne aussi un côté Terminator qui fonctionne avec le côté terrifiant. Ça, j'ai trouvé ça très habile dans la redéfinition du personnage. Après, voilà, l'ambiance est très très bien située. Il y a le côté poisseux que j'ai trouvé très très bien, y compris au niveau du sound design. Il pleut tout le temps et on entend les gouttes de pluie tomber sur la cape et le masque de Batman, par exemple. Et ça, c'est très immersif, si je puis dire. Arnaud?
Moi, je serais le plus jouasse quand même sur le truc, parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment et je trouve que c'est excellent en vrai. Alors, c'est pas sans défaut et j'arrive à les voir, mais par rapport à d'où, enfin, c'est vrai que moi j'ai aussi un regard on va dire, d'avoir suivi tout le chantier de production que ça a été. Donc, on est quand même parti d'un film à la base qui devait être un spin-off du Batman présenté par Zack Snyder dans BVS avec Ben Affleck à la réal et en tant que Batman dans le film. Et maintenant, on part sur toute autre chose. Le fait juste que le film fasse 3 heures, vraiment que Warner ait décidé de laisser un film Batman de 3 heures en salle par rapport aux ingérences de production qu'ils ont pu avoir sur les précédents films d'ici. On se rappelle que BVS avait été cuté d'une demi-heure justement pour pouvoir faire plus de séances en fait par jour, donc sur des questions de rentabilité. Donc là, je trouve qu'on a quand même une approche où le studio donne en fait beaucoup plus de liberté à son réal, parce que surtout c'est un film qui a une gueule. En fait, vraiment, c'est la photographie, elle est incroyable. Enfin, moi, je trouve qu'elle est incroyable, qu'il y a des tas de plans qui sont vraiment beaux à tomber. Il y a une maîtrise de donc Greg Fraser, ce qu'il fait sur sur les lumières, sur ce rouge vraiment ultra vif, l'utilisation des ombres. En fait, pas forcément comme un élément de décor, mais même comme un élément de narration, en fait. C'est-à-dire que la première entrée en scène de Batman, quand il sort de l'espèce de couloir, tunnel, enfin de couloir, enfin, moi je trouve que c'est juste hyper bien pensé. La première apparition de la Batmobile aussi, c'est presque Christine en fait. C'est la voiture qui devient un monstre littéralement de cinéma. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont très très bien rendues. Le fait d'avoir aussi un chevalier noir qui parfois est mutique, mais qu'on va peut-être suivre parfois pendant 1 minute, où il va juste regarder avec une intensité de ouf et rien dire. Et en fait, alors je suis conscient que ça pourrait être cuté, que ce serait peut-être plus agréable pour plein de gens que ce soit plus court. Mais en fait, c'est depuis quand en fait on prend le temps en fait de juste voir un personnage être. Et je trouve que c'est peut-être con, mais dans le cinéma qui présente des super-héros, on n'a pas souvent ça, parce que sinon il faut aller vite en fait, parce qu'il faut faire avancer les choses. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et puis aussi l'acting de façon générale, les acteurs sont très bien, et le score de Michael Giacchino, il est incroyable aussi. Le thème qui a été composé pour Selina Kyle, je le trouve absolument génial. Donc moi je suis conscient qu'il y a des défauts aussi, des plot holes, tout ça. Il y a une scène qui m'agace particulièrement, parce qu'elle renvoie par contre The Batman à un modèle en fait de film de studio, alors que tout le reste donne quand même un peu l'apparence plutôt d'un film d'auteur. Donc il y a une scène qui m'a énormément dérangé, mais une scène de dialogue entre deux personnages vers la fin pour pas spoiler. Et mais voilà, sinon j'ai vraiment plein de très bonnes choses à dire, et je suis vraiment très content que ce film existe, parce que ça montre une fois plus, et Warner le montre en fait finalement à plusieurs égards, avec des films aussi différents que The Suicide Squad ou Joker, que en fait tu peux vraiment proposer des styles de films différents et laisser des réalisateurs imprégner leurs envies et leur marque de fabrique sur des personnages qui appartiennent à des énormes corporations qui sont là pour faire de la thune. Comme quoi, c'est pas incompatible de faire de la thune et aussi de l'art. Ah bah c'est une très belle proposition sur le personnage, hein. Effectivement, tu parlais de l'acting, mais le casting est absolument phénoménal. Flûte, comment s'appelle le pingouin, l'acteur Colin Farrell, et je me disais, mais je connais cette tête. Et puis quand j'ai tilté, j'étais... Ah oui, il est très très fort dedans, notamment. Il y aura un Oscar à faire pour les maquillages là-dessus. Turturro est terrible, enfin, il y a vraiment un casting grand luxe, quoi. Alors à mon tour maintenant de donner mon avis sur le film. J'ai passé un bon moment, je pense que c'est un bon film. On va dire que moi j'ai eu du mal à rentrer dedans. À l'inverse, moi j'ai été convaincu par la dernière heure, où je me suis dit, ok, là j'ai du Batman, j'ai un truc que je voulais. C'est vrai que les 2 premières heures, je trouve ça très bien, je trouve ça très beau. J'ai eu du mal à être immergé, parce qu'il faut un petit temps d'adaptation. Et surtout, moi, le côté néo-polar à la Saw ou à la Seven, moi je vois vraiment les influences. Et j'étais un peu dubitatif. Et puis, toute la dernière partie du film, la dernière 50 minutes m'a vraiment plu. Et je me suis dit que ça devenait intéressant, parce qu'il y avait quand même un espèce de refonte. Enfin, en tout cas, il y avait on va dire un résumé de ces dernières années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les films de Nolan étaient très marqués de leur époque. Et c'est vrai que je trouve, sur toute la question du terrorisme, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qui est développé sur ces questions-là, je les trouve vraiment, vraiment intéressantes. Et tout le final, parce que moi, je trouvais que j'avais pas ce sentiment d'être dans un Batman. Je trouvais que c'était assez classique. Et vraiment, le final m'a vraiment convaincu. Et je me suis dit, voilà, j'ai le sentiment d'être dans un Batman, même si on se rend compte que finalement, ils ont synthétisé ce qu'il y avait de mieux
dans le Tim Burton, donc le côté un peu gothico-fantastique, enfin il y a un côté gothique très fort dans celui-là, et le côté de The Dark Knight, finalement, avec on va dire un méchant qui ressemble un petit peu à un certain degré au Joker de Heath Ledger. Et ils ont réussi à faire une synthèse dans ce qui marchait bien dans les deux précédents films d'auteur, on va dire, de Batman. Et j'ai trouvé que la dernière partie m'a vraiment convaincu, et je me suis dit, c'est ok, ça y est, on est dans un Batman. Et j'ai pris vraiment du plaisir vers la fin, alors que tout le début, quand on lit les comics, Batman par exemple, on n'est pas surpris. Et qu'on a été habitué à tout ce qui est polar ces dernières années, on n'est pas du tout surpris aussi. Mais vraiment, la fin, moi, m'a vraiment convaincu, et je trouve l'interprétation assez remarquable des comédiens. Tout le monde se donne dessus, ouais. Ayant traduit certains des comics qui ont inspiré le scénariste, je me suis spoilé tout seul une partie des éléments en cours de route. T'as traduit lequel ? Notamment Earth One, il y a beaucoup de choses qui sont tirées du Earth One de Geoff Jones. Ouais. Okay, ouais. Moi, j'ai une question pour vous, Sophie. Est-ce que vous avez travaillé autour des questions de l'inclusivité dans Batman, entre autres. Est-ce que vous trouvez que Batman devient plus inclusif avec les époques, ou pas forcément ? On va dire que c'est toujours plus inclusif que ceux de Nolan, mais c'était difficile de faire moins. Là-dessus, on sent qu'il y a une petite volonté, mais c'est pas... Je trouve pas que ce soit très... Enfin, on sent que là, il y a une volonté au niveau du casting, mais qui, par contre, c'est pas tellement traité dans le film, et au final, le rôle qui a été donné à Catwoman me semble... encore une fois, si on compare à Anne Hathaway, effectivement, on a toujours plus, mais je dirais pas que le film réussit totalement, surtout il se vautre pas non plus à être hyper sexiste ou hyper raciste ou tout ça, il n'y a pas de souci, mais il n'arrive pas non plus à être très inclusif. Et en plus, je trouve que vraiment, si on pense la question de genre dans Batman, le deuxième film de Burton avait vraiment pris le sujet alors vraiment au pied du corps, et fait quelque chose de, moi je trouve vraiment vraiment bien avec Catwoman, même si la lecture est toujours un peu double, mais vraiment le sujet avait été traité, et je pense que c'est le film qui l'a le mieux traité. Ça n'a jamais été vraiment traité aussi bien depuis. Vous l'avez traité dans votre thèse, qu'on peut trouver, et on mettra le lien sur la page de l'émission. On peut la télécharger et la lire, et c'est assez intéressant parce que vous retracez le parcours de 3 super-héroïnes de l'univers de Batman. Est-ce que vous avez trouvé qu'avec les décennies, puisque la franchise a maintenant plus de 80 ans, il y a eu une forme d'amélioration, entre guillemets, il y a eu un renouvellement sur le modèle féminin dans Batman ? Déjà, il y a un renouvellement, puis en fait, Batman, c'est un des univers de comic books centrés sur un homme, en fait, où il y a le plus de personnages féminins. Il y a vraiment beaucoup de personnages féminins variés. C'est très masculo-centré, dans le sens où vraiment l'essence de la famille, c'est Batman et Robin, donc on est autour de personnages masculins, mais il y a un nombre de personnages féminins qui sont apparus dans cet univers. En fait, on a Catwoman, Batgirl, qui est quand même peut-être plus célèbre aux États-Unis, mais qui est quand même assez connue, Harley Quinn, qui aujourd'hui est quand même devenue extrêmement connue, on a Poison Ivy, qui a été dans les dessins animés et dans les comics, c'est en fait un personnage qui est très présent. Donc je trouve que c'est un univers qui est par contre assez riche en figures féminines, et souvent des personnages ambigus, certaines des vilaines, avec toujours, quand on s'intéresse, souvent des doubles lectures où il y a des aspects assez sexistes, mais il y a aussi des aspects qui ne le sont pas, et en fait c'est surtout qu'elles sont variées, et j'apprécie ça dans cet univers, ouais. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé dessus. Clairement. Et pourtant, on a l'impression que quand il s'agit de grandes franchises, finalement, il y a assez peu les personnages féminins restent des personnages plutôt secondaires dans les grands films Batman, que ce soit dans toute la saga des films. Rarement, en tout cas, on voit un personnage féminin, même méchant ou même méchante, prendre la première place. On est plutôt dans une figure type une opposition Batman versus un super méchant, donc ça va être le Joker, le Pingouin ou Bane dans Dark Knight Rises. Encore l'intérêt du deuxième de Tim Burton, c'est que on s'attend à ce que le film ce soit Batman versus le Pingouin, c'est ce qui est annoncé, et en fait il y a Catwoman qui débarque dans ce film et qui vient perturber toute la narration du film. Elle a vraiment sa propre ligne narrative, et vraiment sa ligne narrative rejoint jamais totalement celle de Batman. En fait, elle traverse le film, elle finit même par choisir sa propre fin, et ça c'était vraiment malin dans le film à l'époque. Et je dirais que c'est des films sur Batman, donc forcément c'est Batman le héros, mais c'est vraiment dans ce film-là qu'on a un personnage féminin qui a le plus grand intérêt, quoi. Sur Catwoman, peut-être, messieurs, sur l'adaptation versus Matt Reeves, on avait pensé quoi ? Elle est interprétée par Zoé Kravitz.
Ça renvoie pas mal à la Catwoman de Frank Miller dans Year One, et ça c'est intéressant. Et puis en utilisant aussi des éléments placés par la suite par Jeff Lubb dans Long Halloween et Dark Victory sur le rapport de Catwoman et Falcone. Et c'est un personnage qui est intéressant, qui a sa propre identité, qui est pas mal dépendante de vraiment une période précise du comics. C'est pas la Catwoman de Brubaker par exemple, enfin ça pourrait le devenir, mais on est vraiment sur des choses assez marquées dans le comics, et ça en fait un beau personnage qui a à mon avis énormément de potentiel pour la suite. Même si il l'écarte à la fin du film, potentiellement, on ne sait pas encore s'ils ont des plans très arrêtés pour la suite. Non, bah, tout ce qui marche a vocation à devenir le sujet d'un potentiel spin-off. Il y en a déjà 3 qui sont en développement sur le seul film, alors que le film vient à peine de sortir. Donc ils sont quand même, on reste quand même dans un univers de marques à exploiter. Et à l'heure des plateformes de streaming, ce serait très bête de ne pas en profiter pour essayer de maximiser les profits autour de choses qui ont fonctionné. Donc bien entendu, il faut voir dans quelle mesure le film fonctionne. Mais j'imagine très bien qu'un spin-off sur Catwoman pourrait être l'occasion d'avoir plus de Zoé Kravitz dans ce rôle. Et à titre personnel, moi je suis pour plus de Zoé Kravitz dans ce rôle, puisque je la trouve super bien. Enfin, je trouve qu'elle a une alchimie avec Robert Pattinson qui font que le couple fonctionne, enfin leur dualité et leur proximité fonctionnent vraiment, et ça permet d'avoir des scènes un peu gnangnan mais qui passent quand même bien parce que les acteurs incarnent vraiment la chose. Mais justement, je vais demander à Sophie, parce qu'à la fin, ce que disait Alex, c'est que Catwoman disparaît grosso modo du film, et elle a aussi tracé sa route et fait son propre choix, ou tu trouves que c'est quand même différent de ce que faisait Michelle Pfeiffer de son personnage dans Returns? Alors déjà, je suis pas d'accord sur l'alchimie entre les acteurs. Je trouve vraiment qu'il y en a zéro. Mais alors moi, j'ai pas du tout trouvé qu'ils fonctionnaient ensemble. Mais bah en fait, elle est un peu en train de faire des choses, mais elle fait presque tout hors champ en fait. Elle vient en disant qu'elle veut venger son amie, mais en fait, les seuls moments où elle agit, elle est en train de faire quelque chose pour Batman, et après, il la recroise, mais en fait, on la suit jamais dans sa propre ligne narrative. Ce qui est pas, pour le coup, pas vrai dans le film de Burton, où on suit par moments Selina Kyle dans sa ligne, on la suit rentrer chez elle, on la suit dans sa transformation, on la suit avec le pingouin dans des scènes où Batman n'est pas là. Là, non, elle n'a pas vraiment de ligne narrative propre dans le film. Elle réapparaît dans celle on sait qu'il lui arrive des choses en dehors, mais on le sait parce qu'elle recroise Batman, en fait. Arnaud, vous suivez très bien l'actualité des comics. Est-ce que vous pensez qu'un jour il serait possible d'avoir un Batman vraiment full science-fiction, où on assume le côté SF plus que Batman versus Superman, qui est, on va dire, un constat assez biaisé, qui est une proposition assez biaisée, qui est aussi propre à un comics? Qui était sympathique, mais au final, le côté science-fictionnel de Batman v Superman arrive surtout sur la fin, avec l'irruption de Doomsday, notamment, de cette grosse créature qui casse tout. Parce que bon, sinon, tu as quand même Superman dès le départ, quoi, qui est un personnage de SF, mais vraiment, ça se développait. Mais pour moi, à la base, BV, c'était aussi une proposition de faire un thriller politique sur le rôle des super-héros, en fait, et leur place dans la société, et qui est parti en cacahuète sur le 3e acte, parce que là, il y avait un studio qui disait en fait on veut pas que tu fasses une adaptation de Dark Knight Returns, on veut en fait que tu fasses un truc pour aller tanner les Avengers de la concurrence, et du coup ça fait un film qui se vautre parce qu'il essaie d'être beaucoup trop de choses à la fois. Donc après, pour répondre à ta question, est-ce que on peut oui, on peut, bien sûr, on peut tout faire. Je crois qu'avec Batman, il y a vraiment tout un tas de possibilités. Après, bon, c'est toujours des films qui coûtent très cher à produire, et le problème, c'est qu'il y a plein d'autres personnages aussi exploités que Batman. Mais moi, en fait, ce qui me manque, c'est pas tant forcément le côté science-fictionnel, mais c'est plus le côté vraiment fantastique, voire horreur, en fait, qui est aussi très et surtout fantastique des vilains, parce qu'on reste toujours sur le Riddler, Joker ou Bane, qui sont des personnages qu'on peut très facilement mettre dans un contexte terre à terre, on va dire. Où sont les Killer Croc, où sont les Clayface, où sont le Toymeister, enfin le ventriloque, tu vois, où sont tous ces vilains très 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 fantastiques, vraiment, tu vois, qui font vraiment une part d'imaginaire que tu peux pas crédibiliser. Et ça, je trouve que pour l'instant, les studios, ils essayent de le faire un petit peu plutôt dans des produits de séries télé, mais avec des plus petits budgets, parfois faits par des personnes
dont j'ai pas envie d'insulter l'intelligence, mais clairement qui ont des intentions créatrices un petit peu bizarres, on va dire. Donc c'est pas du grand spectacle, et c'est jamais c'est un peu cheap en fait. Mais j'aimerais bien que sur grand écran on mette les moyens pour faire un moment un truc avec Clayface par exemple, qui au-delà de son apparence de tête boue, en fait, c'est un personnage qui est formidable dans sa dramaturgie et son rapport au théâtre et au cinéma, qui pourrait permettre de faire quelque chose de super en tant que film. Je pense qu'il y aurait plein de mises en abîme à pouvoir faire avec, par exemple. Après, je rêverais d'une adaptation sur grand écran du Batman Beyond, de cette série animée des années 90, où on a un Bruce Wayne vieillissant dans le futur qui forme un nouveau Batman dans un contexte purement SF pour le coup. Et là, il y aurait des choses tout à fait intéressantes à faire, justement, avec un contexte un petit peu cyberpunk qui va bien au personnage aussi, mine de rien. Mais en film d'animation, ça, par contre. Je pense qu'en live action, c'est peut-être trop compliqué à rendre bien. Mais en film d'animation, ça, je pense que ça pourrait être mortel. Sophie, si on vous proposait un Batman purement SF, est-ce que ça vous irait ou pas du tout ? Je trouve la proposition d'un Batman Beyond au cinéma, pourquoi pas, effectivement. Mais sinon, je serais aussi d'accord sur le fait qu'un Batman... Ah, moi, je trouve les films de Burton avaient un côté fantastique, mais plus fantastique ou full détective, hein, pour le coup, vu que moi j'aime bien, je trouve qu'on part souvent dans le film d'action et quelque chose de plus 100% détective. Si on part sur le personnage de Bruce Wayne, je préférerais ça. Effectivement, par contre, Batman Beyond était bien comme série à part, enfin, comme série animée, il y avait quelque chose à faire en science-fiction. Mais c'est vrai que ça se passait dans le futur et c'était avec un autre personnage. Comment vous voyez, Arnaud, vous, l'évolution de la franchise Batman ? C'est vrai qu'on est passé par plusieurs phases. Il y a eu un espèce d'âge d'or avec Nolan en termes de succès au box-office, qui était très important. Et puis après, il y a eu l'ère Avengers, entre guillemets, l'ère Marvel, qui a tout ravagé, entre guillemets, où c'était le tsunami, voilà, pendant une dizaine d'années, où ils ont une domination sur le box-office avec peut-être la Warner et DC Comics qui ont essayé de faire du Avengers, mais qui n'ont pas réussi. Pas du tout même, ou peut-être avec certains personnages. Comment vous voyez, vous, l'évolution de la franchise en 2020, alors que maintenant Avengers n'est plus là, les films Marvel semblent moins marcher, en tout cas au box-office. Il y a peut-être la place pour une nouvelle franchise. En 2022, du coup, quand même. En 2022, pardon. Oui, enfin, 2020, je pensais à la décennie 2020. Ouais, d'accord. Est-ce que les années ne comptent pas, puisque le Covid a tout annulé, mais quand même. Sur l'évolution, pour moi, de toute façon, Warner va juste... Batman, c'est un truc qui marche en fait. C'est vrai que les résultats de BVS, qui était la première réunion sur grand écran de ces deux icônes, n'a pas fait le milliard, et ils voulaient faire le milliard, donc c'était une forme d'échec commercial. BVS, Batman versus Superman. Ouais, pardon, oui, les acronymes, désolé. Mais par contre, les films Batman, pour moi, en fait, c'est une licence qui fonctionne par elle-même. Je veux dire, on sait que même en termes de comics, ça se vend. Chez DC, ça reste toujours quelque chose qui se vend. Ils me sortent même parfois 10 titres Batman sur une même semaine. Et ils se vendent tous quand même dans des proportions relativement très honnêtes, si ce n'est ils se vendent très bien. En France, on sait que Batman drive énormément de ventes aussi chez Urban Comics. Donc pour moi, la franchise, elle va continuer. C'est juste de voir dans quelle orientation. On sait déjà que Reeves discute d'un deuxième film. De toute façon, je vois pas comment on pourrait ne pas faire au moins un second film, vu ce qu'il présentait dans la conclusion de The Batman. Pour moi, c'est pas un film en standalone du tout, parce qu'il appelle beaucoup trop à une suite narrative. Mais moi, je le vois juste devenir de plus en plus important, parce que tant que ça marchera, tant qu'il y aura des gens pour voir, pour consommer du Batman, et je serai le premier à yankliser comme ça, en fait ils vont décliner. Il y aura toujours plus de films, toujours plus de séries aussi. Ils se lâchent la bride même du côté des séries télé, parce que pendant un certain moment ils voulaient pas en fait que les personnages sur grand écran et sur le petit soient les mêmes, et ça c'est tombé maintenant, c'est fini. Ils ont compris en fait. Il y a eu Peacemaker. Ouais, ça, il y a, par exemple, après le Peacemaker est dérive en fait d'un film. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple t'as deux Flash maintenant qui coexistent. T'as un Flash d'une série télé et un Flash qui va avoir son propre film. Ça, il y a des années, c'était pas possible pour eux en fait. T'avais pas de Batman, ils avaient fait griller la série Arrow en fait, sachant que dans la première saison, le Arrow c'était clairement repris dans une apparence on essaie de faire le Batman de Nolan, mais du coup on va le faire avec un archer au lieu d'un mec déguisé en chauve-souris. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir sur petit écran du Batman. Ils l'ont fait, ils sont toujours un peu timides, mais dans la série Titans, on a vu un Batman vraiment en costume. Au final, le final de la série Gotham a eu droit à son plan avec un vrai Batman. Donc il n'y a pas de
Sky is the limit, enfin c'est money is the limit, en vrai, c'est tant que ça fait de la thune, bah, on va continuer à en produire. Bah, l'important c'est juste de savoir, enfin pour moi ce qui est important c'est juste qu'on fasse des produits de qualité. Si on fait des The Batman, si on fait des équivalents de séries à la Peacemaker dans cet univers-là, c'est parce que la série Gotham, qui pourrait être une adaptation de Gotham Central par exemple, moi je l'attends beaucoup, vraiment, vraiment. Il y a un spin-off sur le Pingouin avec Colin Farrell. Clairement, si c'est le même niveau d'acting et de production, je le veux. Et sur tous les autres supports, tant qu'on fait des bonnes BD, des jeux de Batman, à la Batman Arkham aussi, bah, continuer d'exploiter, tant que ça fait des bons produits. Et est-ce que vous ne pensez pas que la force de Batman, c'est justement d'arriver, en tout cas dans les dernières productions, et je pense à celle de Matt Reeves, ou même celle de Nolan, c'est d'arriver à parler de maintenant. C'est d'arriver à quand même, à un certain niveau, dénoncer ou à utiliser des événements, des événements qui se sont passés dans l'actualité à travers une fiction. Le Dark Knight de Nolan en parlait très bien, avec notamment cette technologie qui permettait de pouvoir écouter tout le monde sur son portable, son téléphone portable. C'était juste avant je crois que c'était juste avant qu'il y ait le scandale aux États-Unis de la NSA qui avait un logiciel qui pouvait justement écouter n'importe qui. Là, dans The Batman de Matt Reeves, on a des images avec un espèce d'action terroriste qui fait évidemment penser à ce qu'on a vécu en France. Est-ce que la force de Batman, c'est d'arriver à intégrer aussi des éléments comme ça dans sa narration qui permet quand même de réfléchir autour de la société actuelle? Peut-être Alex? C'est la modernité du concept, hein. Il a toujours été dans son époque, et effectivement le côté réseaux sociaux qui a été traité aussi dans la seconde saison de The Boys, où le personnage de Stormfront disait mais t'as pas besoin que 30 millions de personnes t'aiment, il te suit 5 millions de personnes bien énervées avec un accès à Internet. Bah voilà, on est dans cet esprit-là, avec le fonctionnement du Riddler, qui pour le coup est pas du tout celui des comics. Et là, ils se sont écartés du personnage pour faire une nouvelle proposition sur le personnage. Et pour l'avenir, ce que tu disais, pour l'avenir de la franchise, si effectivement on a des propositions de ce genre avec des visions d'auteurs fortes, ça peut donner des choses très intéressantes, quoi. Et là, visiblement, Warner est en train de partir dans cette direction-là, avec le Joker, avec Joaquin Phoenix, avec le Suicide Squad de James Gunn, qui va très très loin quand même dans les obsessions de Gunn, et puis qui trouve le moyen, tu parlais de méchants absurdes. Voilà, on a Starro le conquérant, c'était quand même quand je me suis dit non, il va pas le faire. Et puis si il le fait, il y va à fond. Bah oui, si du coup ils mettent un peu les choses sur la table comme ça, moi ça m'intéresse effectivement de voir quelque chose qui est beaucoup moins formaté que ce qu'on a pu voir par le passé, et qui est un peu moins formaté aussi que ce que propose Marvel, où ils sont toujours un petit peu plus prudents quand même, un peu moins maintenant. Justement, Gunn avait un peu où Taika Waititi ont secoué un peu le truc, mais il y a moins de propositions fortes comme ça chez Marvel actuellement. Là, il y en a du côté d'ici, et ça me semble très intéressant, et ils en ont besoin, je pense. Sophie? Moi, je trouve que le côté de mettre du politique et de l'actuel dans les récits de super-héros, c'est vraiment pas propre à Batman. Ça me semble être quelque chose qui font un peu... Enfin, Iron Man le faisait. Iron Man, c'était le concept... c'est ce qui a un peu fait décoller le film, hein. On parle aussi de guerre en Irak, de vente d'armes, de responsabilité des États-Unis, toujours de façon assez diluée, hein. Les films le font quand même de façon... Donc je dirais que c'est plutôt presque devenu une formule de film de super-héros, donc je suis pas sûr que là-dessus ce soit une originalité des Batman, ni que ce soit forcément... Là, moi en tant que spectatrice, quelque chose qui me plaît tant que ça, parce que je trouve que c'est toujours des sujets où, comme on veut les traiter, ils vont quand même être traités toujours de façon assez légère, sans forcément avoir un discours très poussé là-dessus. D'ailleurs, je trouve que les films se prennent toujours un petit peu les pieds dans le tapis là-dessus. Le dernier me semble un peu un exemple de ça, c'est qu'on veut expliquer, on sait qu'il y a un problème aussi avec la richesse, avec l'extrême richesse, que Bruce Wayne fait partie du problème, mais en même temps, tout le film tourne un peu autour du sujet sans jamais, parce que, bah oui, on le sait, c'est le problème, c'est que Batman lutte contre quelque chose, mais en fait, il fait aussi partie d'une richesse économique qui crée le souci de la pauvreté aux États-Unis. Donc, j'en suis conscient, mais je le traite pas trop non plus. Donc, pour moi, c'est pas propre à Batman, et je sais pas si c'est une des forces des films. Là, moi, en tant que spectatrice, je dirais non, mais je pense que ça plaît. Il y a des gens qui apprécient. Après, en tout cas, oui, clairement, là, Warner, ils ont l'air d'être partis pour faire des films différents un peu pour tous leurs personnages. Ils n'ont pas réussi à créer un univers commun qui fonctionne au cinéma. Enfin,
ce que Marvel a réussi, eux, ils y arrivent pas, et je pense qu'il faut pas qu'ils essayent plus que ça. Enfin, déjà, il y a eu beaucoup d'argent perdu, puis Marvel a quand même en fait pris du temps à installer son univers. Ils se sont pas donné le même temps pour l'installer. Il vaut mieux sûrement qu'ils partent dans autre chose, mais c'est vrai que ça risque de donner beaucoup de films, beaucoup de reboots, beaucoup de on reprend à zéro. Bon, je sais, voilà, je pense que des gens iront tout regarder, sûrement que des gens y trouveront leur compte, mais ça a donné beaucoup d'œuvres différentes. Parce que c'est vrai qu'actuellement, si vous essayez de suivre les différentes œuvres où il y a Batman, vous avez effectivement plein de versions différentes du personnage. Ça donne pas quelque chose. Ouais, je pense pas qu'ils arriveront à faire, en tout cas à faire ce que fait Marvel, quoi. Ce qui est intéressant ce que vous dites, et c'est vrai que dans le film, on évoque très brièvement le fait que Bruce Wayne est probablement ruiné ou proche de la ruine. Il y a d'ailleurs une phrase d'Alfred sur ça, puisqu'il ne s'occupe pas de sa fortune, et dire on va être ruiné, ou en tout cas... Et c'est vrai que c'est intéressant cette idée que, pour l'instant, il n'y a aucun film qui a vraiment abordé frontalement le fait que même si Bruce Wayne est un milliardaire philanthrope, le problème économique de Gotham City qui revient en permanence et sur la criminalité est jamais abordé frontalement, du fait que, en effet, il y aura un vrai truc à faire marrant de savoir si est-ce que Batman pourrait arrêter le capitalisme, ou en tout cas changer le capitalisme, alors que lui-même est dans un rapport de force capitaliste. Arnaud ? De toute façon, ça fait longtemps qu'on pose aussi la question de pourquoi Bruce Wayne, qui a justement on va dire des capitaux illimités, a décidé d'attaquer les problèmes de sa ville en se mettant dans un costume la nuit pour taper des types, plutôt que justement agir, et Alfred lui fait souvent la morale là-dessus, plutôt qu'agir justement en tant que Bruce Wayne, et de faire des donations, je sais pas, enfin même de faire il pourrait investir, devenir maire et distribuer des fonds pour l'éducation, pour la santé, pour ce genre de choses. Tu vois, il pourrait avoir une carrière je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus de bien comme ça, en finançant aussi des polices de proximité. Je sais pas quand ça marche à Gotham City, tu vois, mais pour que la criminalité finisse par disparaître, donc par l'éducation et par les services publics. Non, au final, ça reste un fou qui se déguise en chauve-souris pour aller casser des mâchoires. Donc mais c'est un questionnement qui est génial. Enfin, c'est le truc, c'est est-ce que Batman est de droite au final? Parce que c'est même aussi quand tu regardes, c'est un super riche qui descend dans la rue pour taper des pauvres, en fait, vraiment pour les gens qui sont tout en bas de la société, qui justement sont dans la criminalité, et tu dis c'est super de droite en fait comme super-héros, alors que non, c'est quand même quelqu'un qui veut œuvrer pour le bien, et le film montre quand même à la fin qu'il va aider les gens, ce qu'on voyait pas non plus très souvent forcément dans les précédents films. Donc mais après c'est un questionnement qui a peut-être a plus d'intérêt, je pense, à être traité de façon très sérieuse et très approfondie comme une thèse, par exemple, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à en dire, plutôt que dans un film où justement on pourra jamais, comme le disait Sophie, on pourra jamais traiter la question de façon de façon suffisante pour qu'en fait on prenne vraiment le message au sérieux. Et après, j'imagine que des studios qui appartiennent à des boîtes, des énormes corporations multimilliardaires, ont absolument pas envie de dire au grand public les riches, c'est quand même tous des connards, donc et notre super-héros qu'on vous vend aussi, en fait, c'est une grosse merde, tu vois, c'est pas possible. Pardon pour le langage. Après, c'est un problème qui a été traité plusieurs fois dans les comics. Il y a la Wayne Foundation, ils financent l'hôpital de Leslie Tompkins, ils financent des orphelinats, ils financent la rénovation urbaine. Le problème, c'est que se pose le problème de la temporalité du comics. C'est-à-dire que Batman est un feuilleton qui dure sans discontinuer depuis plus de 80 ans, et que s'il résout le problème, la série s'arrête. On se retrouve il faut toujours que ça retombe, et que on peut avoir. Il est plus facile d'avoir le vilain de la semaine que d'avoir un traitement au long terme de ce genre de problématiques-là, qui sont que tel ou tel auteur peut traiter au fil de son run, mais qui sera forcément remis en cause par l'auteur suivant qui arrive sur la série. Et d'autres séries s'y sont risquées. Quand The Authority avait tenté d'impulser une évolution de la société du fait de la présence des super-héros, la série s'est arrêtée assez vite. Enfin, elle ne fonctionnait plus, parce qu'on perdait ce côté, on achète aussi le comics pour avoir la bagarre de la semaine. Donc c'est un problème qui est lié, c'est McLuhanien, le média et le message, la forme comics empêche de traiter à fond ce genre de choses, et c'est plus simple à faire en film, sur une trilogie de films, puisqu'on arrête l'histoire à un moment.
Mais voilà, le truc, c'est qu'il faut arrêter l'histoire à un moment aussi, quoi, dans ce cas-là. Parce qu'on ne peut plus la poursuivre dans cette direction-là sans changer de type de récit. D'ailleurs, c'est intéressant ce que dit le film de Matt Reeves sur le service public. Quasiment tout le monde est corrompu, inefficacité, et c'est vrai qu'il y a tout un côté où, en effet, Bruce Wayne qui incarne le privé, entre guillemets, apporte la lumière et va sauver les gens directement. Mais ce qui est assez fascinant avec Batman, et vous l'avez très bien dit, c'est que c'est un personnage qui s'est toujours renouvelé. Et c'est un des rares personnages, entre guillemets, à toujours réussi à se renouveler et qui a une véritable sympathie. C'est vrai que quand on demande aux gens quel est votre super-héros préféré, et il y en a deux qui ressortent à chaque fois, c'est Batman et Spider-Man. D'ailleurs, c'est pas étonnant que le dernier Spider-Man a cartonné au box-office. Le Batman est en train de cartonner au box-office, 250 000 entrées dès le premier jour. Donc meilleur démarrage de l'année 2022 pour l'instant pour la Warner. Comment vous expliquez-vous l'amour du personnage et le fait que on préfère Batman aux autres super-héros, Arnaud? C'est le plus facile, c'est le personnage auquel c'est le plus facile de s'identifier par rapport à plein de personnages d'ici qui ont un peu qui ont des icônes de Dieu, en fait, de stature divine. Superman, c'est quand même, c'est Jésus presque, hein. Wonder Woman, c'est une déesse aussi. Alors que Batman, qui n'est pas milliardaire parmi nous, qui n'a pas eu ses parents assassinés dans une rue, voilà, ça nous est tous arrivé, c'est très simple de s'identifier, mais blague à part, on n'a pas de pouvoir comme lui, on se dit que voilà, on pourrait tous aller aller à la salle et faire des entraînements d'arts martiaux et faire plein d'études pour devenir très intelligent. C'est pas... Alors il y a le problème de l'argent, mais devenir Batman, au final, c'est quand même relativement accessible par rapport à d'autres personnages. Puis à ce côté... Batman a le meilleur univers, il a les meilleurs super vilains, il a les meilleures héroïnes aussi à côté, il a tout un panel de personnages en fait qui est génial. Il y a sa malléabilité aussi qui permet d'avoir plein de types de récits, parce qu'on peut faire du Batman policier, mais du Batman dans l'horreur, du Batman de science-fiction, du Batman même de la romance au final, tu peux aussi le faire comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi une forme de rapport à soi on a tous été meurtris quelque part. Alors heureusement, on n'a pas tous nos parents flingués devant nos yeux, mais on a tous une blessure dans laquelle on se dirait très bien qu'on pourrait la canaliser dans un effort en mettant un costume et en allant alors sauver des gens pour justement faire quelque chose de bien de nos blessures. Et je pense que c'est pour ça que ça parle à beaucoup de monde. Le Joker dans le film de Burton résumait ça très bien. Il fait pourquoi c'est lui qui a les plus beaux jouets, et il était absolument outré du truc et il voulait les mêmes, quoi. Et il y a ce côté aussi, cette petite jalousie. On se dit voilà, on pourrait être Batman, enfin on pourrait avoir ces jouets là si on s'en donnait si on en avait les moyens. Il y a ce côté là où il y a un côté fantasme qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus direct, mettons, qu'avec je sais pas le Martian Manhunter ou des personnages comme ça, quoi. Sophie, pourquoi Batman plaît plus que les autres? Moi, je dirais qu'il y a le côté, alors, plus qu'identification, mais peut-être torturé du personnage. Personne n'aime les Boy Scouts, genre Superman, mais par contre, le côté torturé de Batman, où il n'y a rien qui va, enfin, ça ne va pas, le personnage ne va pas bien, ça plaît. Et je pense aussi, il y a le fait que, juste à travers 80 ans, il y a eu beaucoup d'œuvres hyper iconique en fait avec le personnage. Il y a eu la série télé dans les années 60 qui a été rattachée à lui, il y a les films de Burton, il y a des comics, des très bons comics, Batman, donc en fait il a été nourri pendant 80 ans de certaines œuvres vraiment très fortes, parce que The Dark Knight Returns, il y a beaucoup d'œuvres en fait qui l'ont fait vivre et qui fait les gens le rattachent aussi à des œuvres qu'ils ont aimées vraiment, et des œuvres assez fortes qui pour certaines avaient des directions artistiques assez fortes. Et que ça fait que c'est un personnage qui existe vraiment dans un imaginaire collectif aussi rattaché à tout ça. Je pense vraiment qu'il y a une construction à travers le temps qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que sans les films de Burton, je suis pas sûr que sans les comics des années 80-90, ce serait peut-être un personnage qui soit celui qu'on préfère aujourd'hui, quoi. Mais il a été créé à travers le temps dans beaucoup d'œuvres différentes. Je pense que ça joue beaucoup aussi. Vous évoquez dans votre thèse la question de l'homosexualité à travers DC Comics. Peut-être vous pouvez un peu en parler, puisqu'il y a eu une récente polémique, Arnaud pourra aussi en parler, autour de l'homosexualité présumée d'un des personnages de Superman, hein, d'ailleurs. En fait, on a deux, c'est de la bisexualité pour le fils de Superman, mais même pour Tim Drake, en fait, qui est le troisième Robin historique dans l'histoire, dont on a effectivement appris que en fait, il aime bien aussi les garçons autant que les filles. Et Sophie, vous parlez de l'homosexualité via DC Comics. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire sur l'ouverture ou pas de l'éditeur sur ces questions-là?
L'éditeur aujourd'hui, je crois que là-dessus c'est comme Marvel, c'est plutôt une idée effectivement d'inclusivité et d'avoir des personnages homosexuels. Ça y est, ils ont passé le cap d'assumer que des personnages soient homosexuels. Même, alors on a eu le premier pas qui a été de créer des personnages homosexuels dans les années 2000-2010, quoi, et maintenant de bisexualiser, homosexualiser des personnages préexistants comme Tim Drake, effectivement. Après, c'est vrai que Batman, il y a une longue histoire de sous-textes homosexuels vus par les lecteurs, les lectrices, pas forcément acceptés, vus par quelques créateurs. Enfin, par contre, il y a des personnages qui restent assez intouchables. Effectivement, là, la question de Batman, on sent que ce sera jamais traité sur un personnage comme lui. Ça sera jamais traité chez le premier Robin non plus. Dick Grayson, on sent qu'il y a un passé justement de questions qui veulent pas être traitées là-dessus. Donc, il y a une ouverture, effectivement, je pense que c'est logique, c'est dans l'air du temps, enfin, ils ont raison de le faire, ils ont un lectorat qui est là pour ça. Malgré tout, les comics aujourd'hui, ça se vend quand même moins qu'à une époque, donc il faut aussi qu'ils trouvent un lectorat qui apprécie, et il y a un lectorat qui est content de ça, et qui apprécie ça, donc oui, clairement, ça, c'est la question. Avant les années 2000, elles étaient presque pas traitées, elles le sont. Mais c'est vrai que par contre, l'histoire d'homosexualité dans Batman, c'est ancien, et c'est vrai que c'est assez génial d'aller voir les sous-textes qu'on a pu avoir dans les années 80-90, quand des auteurs ont essayé de s'en emparer. Bon, tout ce que les fans ont pu créer autour de ça, mais ça, c'est un vaste sujet, quoi. Mais tu trouves pas que Dick Grayson quand même a une imagerie et une culture homo-érotique qui est vachement prononcée et que c'est quand même un personnage très eye candy en fait, à la fois pour les nanas et pour les garçons, parce qu'il y a beaucoup de blagues sur ses fesses, notamment apparemment il a quand même les plus belles fesses de l'univers d'ici. Sur la dernière série en cours, ils font pas mal de couvertures où c'est très un peu dans un style un peu yaoi en fait, où vraiment il est très limite sexualisé, mais comme le sont parfois beaucoup d'héroïnes aussi, mais je trouve mais de façon agréable en fait, de façon assez positive, et je trouve justement que c'est quand même, alors ils vont peut-être pas aborder la question de sa sexualité frontalement comme ils veulent le faire avec Tim Drake, mais je trouve que ça devient quand même une forme de sex symbole très 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 queer friendly. Clairement, il y a un truc très queer-friendly autour de lui. Il y a un imaginaire qui développe autour de lui, mais je pense qu'effectivement, ils s'arrêteront là parce qu'il y a passé de questions des fans autour ou de sous-textes. Ça a commencé avec dans les années 50, avec les campagnes d'opinion où on a accusé on a parlé qu'on l'avait accusé d'homosexualité, Batman, mais en fait on l'accusait de pédophilie en fait à cette époque-là, parce que Robin surtout, avait quand même... il dormait dans la même chambre. Ouais, voilà. Et résultat, je pense que ça stoppe presque la possibilité d'un Batman ou d'un Dick Grayson ouvertement homosexuel ou bisexuel. Oui, par contre, il joue beaucoup autour du personnage, et effectivement, le personnage de Dick Grayson a un certain succès auprès des femmes, mais aussi auprès de femmes qui sont fans d'œuvres plutôt homo-érotiques, et sûrement auprès aussi d'hommes qui sont fans de ces œuvres-là. Donc oui, il y a une imagerie, je pense pas qu'il y aurait un coming out de ce côté-là, par contre. Après, Dick Grayson, c'est un personnage qui a quand même multiplié les conquêtes féminines au fil du temps. Depuis les années... dès fin des années 60, il y a déjà des choses autour de ça, donc c'est vraiment... il a un paquet de petites amies, donc c'est un peu plus compliqué de ce point de vue-là. Ça n'empêche pas. Oui, après Bruce Wayne, c'est toujours affiché au bras de femme sublime, mais là il y a un truc intéressant, c'est qu'il est toujours distant avec elle, donc on pourrait travailler par exemple la sexualité de Batman, ça ce serait tout à fait puisque la seule fois où on a preuve absolue qu'il était au bout, c'était avec Talia Ghul et dans des circonstances très particulières. Donc le personnage de Batman pourrait être amené vers une forme d'asexualité. Dick Grayson, ça me semble un peu plus compliqué pour toutes ces raisons-là. Après, effectivement, dès le Seduction of the Innocent de Frédéric Wertham, donc au début des années 50, oui, il y a un chapitre terrible où il explique que le manoir Wayne avec Alfred, Bruce et Dick, c'est vraiment un rêve humide, je crois que c'est le terme qu'il emploie, un rêve humide homosexuel, hein. Et puis avec en plus les preuves qu'à l'époque Bruce Wayne fumait la pipe et portait la robe de chambre dans le manoir, et ça c'était c'était la preuve absolue, enfin le smoking gun pour Wertham à ce niveau-là. Bon, après, il expliquait aussi tout le sous-texte lesbien dans Wonder Woman, qui pour le coup était beaucoup plus assumé, je crois, de la part de Marston. Mais alors que Bob Kane, quand ces choses-là ont été évoquées auprès de Bob Kane,
Bob Kane était outré qu'on puisse voir ce genre de choses-là. Bon, après, Bob Kane est quelqu'un qui ne comprenait pas sa propre création. Et pour cause, tu as cité au départ Bill Finger comme co-créateur, et le gros du travail de création du personnage et de compréhension du personnage était de Bill Finger, c'est un travail qui a été reconnu qu'il y a quelques années seulement. Il y a 2015, enfin, c'était connu des spécialistes depuis beaucoup plus longtemps. Mais bon, il y a cette anecdote il y a plusieurs anecdotes sur Bob Kane, mais par exemple, il y avait un panel à la convention de San Diego où Denny O'Neil, qui a été très longtemps auteur de Batman et éditeur sur Batman, il discutait donc de l'évolution de la série, et à un moment, quelqu'un lève la main en disant par rapport à Bob Kane, enfin, quelqu'un pose une question sur Bob Kane. Et Denny O'Neil répond quelque chose du genre oui, non, mais là on passait un bon moment, ce serait dommage de parler de choses désagréables. Et il y a ce côté, toutes les interviews que j'ai eues de Bob Kane, par exemple, il y en avait une très drôle sur le Dark Knight Returns de Frank Miller, où Bob Kane ne comprenait absolument pas, quand on disait oui, c'est une espèce de retour aux sources, et Bob Kane ne comprenait absolument pas ce qu'on voulait dire. Il était absolument gêné par le Dark Knight de Miller. Donc c'est un petit peu compliqué du coup de voir l'avis des créateurs après sur Dick Grayson. Il y a un passage assez croustillant du Arkham Asylum de Grant Morrison où le Joker fait beaucoup d'allusions là-dessus. Enfin, il demande notamment à Batman et quand va votre jeune prodige, le truc, il doit être en âge de se raser maintenant. Enfin, le truc, il y a tout un truc autour de ça et où Batman le prend très mal, de façon sa réaction est même assez violente et c'est intéressant dans le genre. Peut-être une forme de déni, je ne sais pas, mais que Morrison, de toute façon, traite absolument comme ça, quoi. Je me permets de poser une question à Arnaud, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux et donc qui suit bien évidemment les communautés de fans. Comment sont c'est quoi la communauté de fans de Batman ? Est-ce qu'elle est plus sympa que la communauté de fans de Star Wars ou peut-être du Seigneur des Anneaux? On voit qu'elle se réveille en ce moment avec c'est la prochaine série Amazon. Ils sont comment les fans de Batman ? Ils sont plus sympas que Marvel ou pas ou... Bon, non, je serais bien mal avenu de vouloir parler des fans de Batman parce que c'est une communauté, c'est des communautés en fait. Il y a plein de fans il y a autant de fans de Batman différents. Enfin, il y a autant de fans de Batman que de Batman différents qui existent. Donc ça fait beaucoup de choses puisque certains apprécient le Batman de Burton, d'autres non. Certains apprécient le Batman de Nolan, et là je parle que des films, mais après certains apprécient en termes d'auteur même beaucoup le Batman qu'un Tom King peut faire. D'autres adorent ce que fait Scott Snyder, d'autres ont adoré le run de Morrison alors que d'autres le trouvent imbuvable. Donc il y a vraiment de tout. Et après c'est comme tout objet de pop culture, c'est chacun s'approprie le personnage, chacun a son propre Batman aussi, sa version ultime. Donc après c'est simplement est-ce que ces personnes-là acceptent d'échanger et de discuter ou veulent que leur propre conception d'un personnage soit la seule qui soit valable et iront se battre entre guillemets pour que leur avis prédomine sur le reste. Et après, de toute façon, il y a toujours plus de gens pour débattre avec plus ou moins de force sur des films plus que sur les comics, ce qui est un peu dommage. Je pense qu'on gagnerait tous à se prendre la tête sur est-ce que le Batman est-ce que le Dark Knight Strikes Again de Miller il est quand même vachement bien en fait, même par rapport au Returns, plutôt que de savoir si oui, mais justement, mais c'est intéressant, tu vois, mais plutôt que des questions de faites revenir Zack Snyder sur DC parce que ça c'est pas très intéressant, je trouve. Mais je crois dans l'ensemble que c'est pas une communauté toxique en tout cas. En tout cas, je vois pas beaucoup de gens ultra toxiques sur Batman parce que justement c'est un personnage que tout le monde aime vraiment en fait, et même si les propositions plaisent ou pas, il y a tellement de propositions justement que s'il y en a une vraiment qui te plaît pas, cherche pas, n'en parle pas, laisse-la tomber, elle est pas pour toi, et puis va vers la proposition que tu kiffes. Oui, c'est cette plasticité-là qui fait effectivement cette diversité de la communauté qui fait que oui, tout ce que j'ai vu à ce niveau-là est plutôt apaisé en termes de comics en tout cas. La communauté des lecteurs de comics sur Batman est plutôt détendue de ce point de vue-là. J'ai rarement vu des arguments qui partaient vraiment. C'est pas le genre de choses qu'on a pu voir autour justement des films où là les gens sont plus facilement remontés, et peut-être parce qu'ils ont moins de bagages. C'est-à-dire qu'effectivement, le truc, quand le Batman de Scott Snyder est arrivé, moi je trouvais qu'il avait pour lui les dessins de Capullo, mais que si Snyder savait finir une histoire, ce serait mieux. Ce genre de choses, quoi. Mais
Et je trouve que Snyder fait des propositions très intéressantes au fil de son run. Et d'autres auteurs comme ça, bon, par exemple, Tom King m'est un peu tombé des mains, mais je suis pas allé très loin, justement. Par contre, voilà, je suis un gros fan de tout ce qu'a fait Peter Tomasi sur la licence, qui est un des auteurs un peu sous-coté dessus, et dont je trouve qu'il a vraiment une très bonne compréhension. Il a été l'éditeur de Batman pendant longtemps, il a une très bonne compréhension du personnage, il arrive à en tirer toutes sortes de petites finesses que j'adore à titre personnel. Mais bon, et on ne le voit pas suffisamment, à mon sens, écrire du Batman. Donc voilà, et c'est le genre de choses qui fait que ça... Il y a toujours, de toute façon, au moins 2 ou 3 versions concurrentes du Batman qui sont publiées en même temps. Donc en fait, chacun peut trouver chaussure à son pied, ce qui n'est pas forcément si évident sur Superman, qui est plus monolithique, par exemple. Sophie, une réaction? Alors là, pour le coup, je suis très peu les communautés de fans en ligne. Je pense de toute façon, comme dans toute communauté, en fait, quand il y a des débats et ce qu'on entend crier le plus fort, ça représente pas la majorité des fans qui, en fait, débattent, oui, mais plutôt de façon bienveillante. Je veux dire, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec les Comicsgate. En fait, ça représentait pas la grosse majorité des lecteurs et lectrices de comics. C'était un sous-groupe qui avait décidé de déverser beaucoup de haine. Et en fait, même en petit groupe, bah, ça se remarque quand vous décidez d'aller harceler en ligne des gens, mais c'est pas la majorité, juste, en fait. Ce sera le mot de la fin. On a discuté pendant 1 heure de Batman. On est parti de la SF pour après aller vers Matt Reeves et pour après aller vers évidemment la Batman et la modernité en abordant plein de sujets. Merci à vous 3 d'être venus dans le podcast C'est plus que de la SF. On peut retrouver Alex Nikolavitch sur Internet, évidemment, sur différentes publications. Alex, vous avez sorti un dernier roman, vous êtes dans une saga arthurienne en ce moment. Oui, Lancelot avant 7 en armes, qui raconte en fait non pas le chevalier parfait que tout le monde connaît, mais comment il est devenu ce chevalier, comment il s'est pris des coups dans la tête et qu'il a appris. Donc c'est une espèce de roman initiatique qui essaie de sortir un peu des sentiers battus sur le personnage. Sophie Bonnadet, votre prochaine actualité, elle est à Angoulême, puisque vous allez participer au festival d'Angoulême. D'ailleurs, on sera, je crois, tous à Angoulême, donc on va pouvoir tous se retrouver en IRL, évidemment. Vous faites partie d'une association, je crois, de BD, c'est ça, Sophie? Oui, une petite édition associative de bande dessinée et livres illustrés qu'on appelle les Siffleurs. Voilà. Très bien. Et votre thèse sera également mise en ligne, entre guillemets, on fera un lien sur le site internet de C'est plus que de l'SF pour que les gens puissent la lire. Et enfin, Arnaud, merci d'être venu. Vous diffusez pas mal de choses toutes les semaines, et notamment votre excellent podcast First Print. Vous êtes aussi traducteur. Petit, je fais 1 ou 2 bouquins par an. Donc, et encore, j'ai commencé l'année dernière, donc c'est un grand mot. Et sinon, vous écrivez... des articles dans Comics Blog. D'ailleurs, toutes les semaines, vous publiez presque un article par jour, je crois, non? Plutôt 10 par jour, en 10 fait. Par jour. C'est vraiment... non, mais c'est un site d'actualité, donc pro. Donc on est là vraiment pour parler de tout ce qui concerne les comics, de ce qui vient des États-Unis, de ce qui se passe aussi en France, en essayant d'avoir des angles en fait pour des angles de lecture sur cette actualité, d'essayer d'expliquer comment marche aussi l'industrie en fait, tout simplement, en s'intéressant beaucoup aux auteurs, à l'indé aussi, on essaie vraiment de le mettre en avant, et puis en parlant aussi bien entendu de Batman et de certains films, ça on ne peut pas y couper. Et First Print c'est une déclinaison un petit peu podcastique de ça, et on fait effectivement beaucoup d'émissions, et moi j'attire l'attention à celles et ceux qui nous écoutent à écouter surtout ce que j'appelle les super friends, qui sont des interviews en fait avec des artistes, des auteurs, des éditeurs, des organisateurs de conventions. Il y a Serge Lehmann qui a fait un truc sur une émission sur la brigade chimérique avec nous, et je crois que ça peut intéresser certains de tes auditeurs, Lloyd, donc faites un tour. Ouais, évidemment, on recommande le podcast de Arnaud qui est excellent, et de suivre son actualité. Et je vous remercie, et puis on va terminer sur une musique. On va finir la musique avec le dernier opening entre guillemets de Batman. Un petit mot peut-être, Arnaud, pour nous présenter le son. C'était donc pour le Matt Reeves qui a composé C'est Michael Giacchino. En quoi elle est mieux ou en quoi elle est bien cette musique pour toi qui est fan? Parce qu'en fait elle a de la personnalité, en fait tout simplement tu sens que Giacchino est vraiment allé alors je sais pas où est-ce qu'il allait chercher son inspiration forcément, mais c'est vraiment en fait des thèmes qui restent en fait, qui marquent, et ça fait du bien en fait, parce que son dernier travail c'était plus pour les Spider-Man de Marvel Studios, qui sont complètement en fait, qui est juste de la musique d'accompagnement en fait. Là c'est de la musique qui
qui sert quelque chose. Et c'est pour ça que je l'ai. Après, chacun sa propre sensibilité aux musicalités, mais pour moi, c'est de la frappe. Ce sera le mot de la fin.